Bonjour, chers amis du Cercle Aristote, bienvenue dans cette émission spéciale sur les BRICS, une émission exceptionnelle, une émission avec de nombreux invités que vous avez déjà eu l'occasion de croiser sur la chaîne du Cercle Aristote, mais qu'évidemment on va profiter de représenter, et surtout pour parler d'un sujet dont on parle très peu, parce qu'on parle beaucoup en ce moment des États-Unis, de la crise avec l'Union européenne, de la situation en France et tout, mais on parle peu de ce qui se passe et qui concerne pourtant plus de la moitié directement de l'humanité, rien que ça. C'est évidemment ce qui se passe avec ce qu'on appelle aujourd'hui, et dans un terme BRICS+. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous procurer l'excellent livre de Jacques Sapir consacré justement au BRICS+. Jacques qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais il n'empêche que nous avons quand même nos autres invités spéciaux et d'une qualité évidemment sans égale. Et je vais commencer le tour de présentation avec Jérôme Ravenet, qui vient de sortir chez nous un livre consacré à la Chine, qu'on avait déjà reçu l'année passée. Jérôme, bonjour. Bonjour. Jérôme, donc spécialiste, grand spécialiste de la Chine. Tu as écrit plusieurs ouvrages, notamment sur la philosophie politique et justement cette pensée cette pensée aujourd'hui qui anime et qui est débattue justement et qui est, on va dire, euh, pleine de réflexion au sein des élites politiques chinoises. Est-ce que tu peux, en quelques phrases, présenter un peu tes travaux? Et puis après, évidemment, on posera des questions en lien direct avec l'actualité. Bien, je suis un philosophe, alors je m'intéresse au paradigme politique et à la construction du paradigme démocratique chinois, hein, ce qui peut sembler un oxymore pour beaucoup de Français. Mais enfin, il y a un modèle démocratique chinois, il y a un rêve chinois, c'est le nom de la doctrine de Xi Jinping. J'ai écrit effectivement un long commentaire de cette doctrine dans toutes ses dimensions euh, philosophiques, économiques, géopolitiques, un texte qui s'intitule Xi Jinping entre Marx et Confucius, et je publie actuellement aux Perspectives Libres un nouvel essai sur la souveraineté à la chinoise, le souverainisme tel que le comprennent les Chinois. Merci beaucoup, Jérôme. Et ça me permet de m'emmener vers notre deuxième invité, notre ami Sylvain Tiger. Sylvain, merci beaucoup d'avoir pris du temps après tes vacances et juste avec la reprise, parce qu'on sait que tu es un homme très occupé, parce qu'il y a comme tu aimes bien le dire, il y a du boulot à faire, hein, et donc quand il y a du boulot, il y a souvent Sylvain dans les parages. Mais merci d'avoir pris ce temps, ces quelques heures pour tourner cette émission avec nous. Sylvain, premièrement, comment tu vas? Est-ce que tu peux nous parler de tes actualités actuellement, un peu de ton programme, pour un peu donner envie aux gens qui évidemment te connaissent? Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir Jérôme et Alexandre. Effectivement, alors pour me présenter rapidement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi j'ai démarré ma carrière en finance il y a tout juste 10 ans, on est en 2025, donc j'ai démarré en finance de marché en 2015, à Paris, sur les Champs-Élysées, chez FXCM, qui était un courtier américain en bourse. Et depuis 2020, donc moi j'ai une carrière très classique. J'ai commencé analyste financier chez FXM de 2015 à 2018 et je suis passé indépendant en 2020. J'ai créé Ultra Bourse, j'ai créé la lettre des incorruptibles que je produis avec mon ami Olivier Delamarche. Et aujourd'hui, mon temps est plutôt partagé, on va dire, sur des investissements. Je fais des investissements de private credit et mon boulot maintenant, ça va être d'analyser des dossiers d'investissement et voir si j'y vais ou pas. Pour rebondir, et ça va être extrêmement intéressant ce live, parce qu'on a Jérôme qui apparemment est un spécialiste de la Chine. J'ai des questions sur la Chine pour Jérôme, parce qu'effectivement il se passe pas mal de choses, et je pense qu'en mettant en fait la situation actuelle de la Chine en corrélation avec ce qui s'est passé je pense au XVIe siècle, on peut essayer de trouver des espèces d'éléments de réponse sur le rêve chinois dont parlait Jérôme juste avant. Ça va être intéressant d'avoir une perspective philosophique en même temps qu'économique. Moi je vais apporter la partie économie, mais la partie philosophique de Jérôme va être aussi intéressante, parce que je pense qu'on peut pas avoir l'un sans l'autre, en fait. Hein.
Et petit point supplémentaire, tu as en plus, au niveau de tes connaissances personnelles, c'est que tu as travaillé justement, à Dubaï, hein, un pays qui sera enfin, une région qui se rapproche de plus en plus directement, des BRICS et puis évidemment toute cette région de l'océan Indien, que tu connais bien pour des, affaires, à la fois autant familiales que professionnelles. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai travaillé à Dubaï en 2020, j'ai investi aux Émirats l'année dernière. On a fait un projet d'investissement conséquent, en tout cas à notre échelle pour nous. Donc à Abu Dhabi. Donc oui, puis je vais sûrement y retourner à mon avis soit cette année, soit l'année prochaine pour aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ce que nous on a financé là-bas. Et en ce qui concerne effectivement l'Inde, bah, j'ai des attaches assez personnelles. Je suis issu d'une famille de pondichéριenne, donc dans le sud de l'Inde, au Tamil Nadu, qui est un État du sud. Et puis j'ai observé bien évidemment la croissance. La croissance exponentielle qu'il y a en Inde actuellement. On va voir un petit peu si les choses continuent. Quand on parle de BRICS et de croissance BRICS, effectivement, on n'est pas sur des projets et des croissances linéaires. Il y a toujours des à-coups, donc il faut juste voir. La roupie indienne a fortement dévissé d'ailleurs ces derniers mois. On va voir un petit peu ce qui se passe et on va en parler pendant ce live. Merci, ça me permet de me tourner vers, notre dernier invité, alors qui n'a pas notre chance, en ce moment, puisque enfin entre guillemets, parce que nous, à côté des ordinateurs, on est bien content de se réchauffer et d'être un peu, à l'intérieur mais c'est notre ami Alexandre Lohmann qui est en pleine période de canicule, apparemment, au Brésil. Alexandre, est-ce que, tu, survis et comment est la situation au Brésil? Ça va, ça va. Là, maintenant, il y a le ventilateur. C'est un peu meilleur. Pour résumer brièvement mon parcours, donc moi, Alexandre Lemann, j'ai, je travaille dans un fonds d'investissement à Sao Paulo, au Brésil, et je suis responsable des études macroéconomiques et des prévisions. Je dis souvent que quand on fait des prévisions au Brésil, c'est généralement 90% des prévisions d'inflation, du fait de l'impact que peut avoir la volatilité de l'inflation sur le marché brésilien. Donc voilà, 90% de prévisions d'inflation et les 10% restants, c'est prévoir l'activité brésilienne et mondiale, les taux d'intérêt. Voilà. Oui, parce que souvent on parle beaucoup, alors tu vas pouvoir me dire dans les 4 membres fondateurs, donc ce qu'on appelait à l'époque les BRIC, hein, Brésil, Russie, Inde et Chine. Alexandre, on parle souvent évidemment de la Russie, de Poutine, de la Chine, de Xi Jinping, de l'Inde et de ses milliards, 400 millions, 500 millions d'habitants. On oublie toujours qu'il y a le Brésil qui est quand même un partenaire majeur et qui est quand même, bah, la première lettre, hein, du BRIC, donc qui est un partenaire tout aussi important, mais qui est souvent un peu la 4e roue du carrosse, dans ce regroupement, alors qu'il a finalement toute sa place et que d'ailleurs c'est le pays, la puissance majeure de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'au moment où le terme BRICS a été inventé, le Brésil était vraiment dans une phase ascendante avec un poids important sur la scène internationale. Lula avait un bon bilan en interne et une aura à l'international qui fait que le Brésil d'alors était peut-être un petit peu plus influent que le Brésil d'aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu des crises, quelques petits problèmes qui ont un peu réduit la, la, la présence du Brésil sur la scène mondiale. Mais bon, voilà, à la base, voilà, c'était pas comme tu le dis, la 4e roue du carrosse. Exactement et donc ben, on va pouvoir en reparler et aussi remettre justement, parler de manière équivalente de ces points. Le pays qui va on va dire la zone géographique qui va être un peu pâtir de cette émission, c'est évidemment, la zone, de la Russie. Mais pour ceux qui auraient suivi, on a sorti très récemment sur la chaîne un long entretien avec Romain Bessonnet qui aurait dû être des nôtres, mais qui a eu un empêchement, malheureusement. On le salue, Romain, qui a sorti on a sorti un entretien, assez long justement sur le bilan 2024 de l'espace post-soviétique et donc évidemment tout ce qui est lié de près ou de loin, à la Russie, notamment au niveau, militaire, diplomatique et géopolitique et avec des liens, très intéressants sur ce qui se passe et donc vous pouvez aller le regarder et puis, on recevra Romain de nouveau, très prochainement, pour des émissions, on va dire au moins 2 ou 3 fois par année si on en a la possibilité. Puisqu'on parlait du Brésil, maintenant que les annonces et les présentations sont faites, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer avec Jérôme puisqu'on parlait du Brésil. On oublie toujours qu'il y a des grands partenariats, économiques et de développement qui existent entre le Brésil et l'Amérique du Sud de manière générale et la Chine est-ce que c'est
comment la Chine se place par rapport à ça? Parce qu'on sait toujours que l'Amérique latine, c'est un peu le précaré des États-Unis, hein. Si on se souvient de la doctrine de Wilson et compagnie, c'est un peu voilà, l'Amérique latine, c'est chez nous, venez pas. Et on voit que même si la Chine, investit moins que dans certains États, ils essayent d'être présents aussi en Amérique latine. Donc qu'est-ce qu'on peut dire des relations entre ces 2 parties? Évidemment, on donnera après la parole à nos autres invités. Ah, il faut comprendre que déjà, premièrement, l'Amérique latine, c'est pas quelque chose de cohérent. C'est-à-dire, c'est un continent qui est beaucoup plus ouvert sur le reste du monde que tourné vers lui-même avec des échanges importants entre les pays qui le composent. Euh, et notamment parce que, par exemple, le Brésil, c'est plutôt un pays qui exporte plutôt vers l'Est, vers la mer, plutôt que vers l'Ouest, vers le reste de l'Amérique latine. Et au sein de cette tradition un petit peu exportatrice, la Chine a pris de plus en plus de poids au fil des années, parce que tout simplement, avec la croissance de euh, la Chine avait besoin de matières premières, et donc naturellement, la Chine est devenue une sorte d'ogre à commodities d'autres pays émergents. Et le Brésil était en première ligne. Pourquoi? Parce que le Brésil produit du soja qui peut servir pour nourrir le bétail ou en Chine. Et plus important, le Brésil est un gros producteur de minerais de fer. Et pour soutenir le boom, notamment dans l'immobilier, mais le boom industriel de manière plus globale en Chine, il y avait besoin de beaucoup de minerais de fer. Et donc progressivement, les liens Chine-Brésil sont considérablement renforcés. J'ai envie de dire, il y a une sorte de hiérarchie qui s'est introduite où le Brésil est devenu un pays fournisseur où le Brésil s'industrialisait, et puis là, on est retombé un petit peu dans un stade où finalement, on a un fournisseur de matières premières pour la Chine qui fait les produits les plus élaborés, et donc qui prend la plus grande part de la croissance. Voilà. Et maintenant, si vous parliez des États-Unis, même si les États-Unis, c'est le deuxième partenaire commercial du Brésil, c'est très très loin derrière la Chine. Et donc naturellement, en termes géopolitiques, en termes de- d'intégration globale, le Brésil est dans les faits beaucoup plus proche de la Chine, et la Chine est beaucoup plus attentif à ce nouveau un peu satellite de matières premières qu'elle a gagné au fil des années. Oui, bien sûr. Alors, le Brésil est un partenaire stratégique de longue date maintenant. Les nouvelles routes de la soie passent évidemment par le Brésil, hein, qui est un partenaire. La Chine est depuis très longtemps en Amérique du Sud, et là peut-être qu'on pourrait rappeler un élément qui va être utile pour faire réfléchir nos auditeurs sur la manière dont la Chine pense ses relations internationales. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Ce sont les Chinois. Les premiers à avoir découvert non pas le Brésil, mais le Pérou, et les premiers à y avoir commercé pour des raisons fondamentales, c'est le commerce de l'argent. Les mines d'argent de Potosí sont l'un des premiers pieds-à-terre de la Chine en Amérique du Sud. C'était le 15e siècle, c'était avant Christophe Colomb, et ça n'est pas dans nos livres d'histoire parce que la Chine n'a pas une politique expansionniste. Elle faisait du commerce avec les Péruviens qui extrayaient. Alors, il y avait des esclaves dans ces mines, mais ce n'étaient pas des esclaves chinois, c'était des esclaves qui travaillaient pour les gouvernements locaux de l'époque, et la Chine prélevait, payait cet argent aux Péruviens, un argent dont elle avait besoin du fait d'une réforme fiscale. L'impôt devant, à la fin de la dynastie Ming, se payait en argent. Il y a eu une crise économique et fiscale qui a nécessité une modification
dans l'utilisation des moyens de paiement. Et c'est la raison pour laquelle la Chine est allée chercher sur le continent américain des ressources en argent. Donc voilà, c'est une histoire de longue date, petite parenthèse historique, pour souligner que nous n'en avons pas gardé la mémoire parce que ce commerce a été pacifique, il n'a pas donné lieu à une invasion, à un génocide des populations locales. Et c'est bien dommage parce que aujourd'hui, ça pourrait nous aider à réfléchir sur la manière dont la Chine pense sa relation au monde. Relation qui n'est pas toujours simple et facile, mais qui n'est pas une relation militaire. La Chine n'essaie pas d'utiliser des moyens de pression militaires pour satisfaire ses intérêts. Tout à fait et puis ça me permet aussi de revenir sur l'aspect justement transformation de matières premières et autres. Sylvain, un regard justement, économiste et financier sur le fait de, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine et en premier lieu son plus grand pays, le plus peuplé et le plus voilà, avec le plus de ressources, qui est le Brésil, sur cet aspect justement réserve de matières premières à la fois historiquement, on a dit pour la Chine ou l'Occident ou les colons, mais aujourd'hui de plus en plus comme partenaire, privilégié des BRICS, notamment dans l'alimentation, en matières premières, c'est-à-dire surtout en minerais et également tout ce qui est, ressources agricoles, puisqu'on sait que le Brésil a un énorme potentiel et qui sont en train de plus en plus de le développer, de ressources agricoles pour des pays des fois qui ont besoin de beaucoup de ressources agricoles avec des bouches à nourrir. Oui, alors si tu parles, enfin pour le Brésil, je pense que de toute façon Alexandre sera le mieux indiqué pour en parler vu qu'il y vit. Oui. Le Brésil, c'est un pays qui est qui est assez spécial, comme le disait Alexandre. C'est un pays qui a une tradition assez différente de la nôtre, et qui dans le paysage et dans l'échiquier BRICS a une place assez, j'allais dire assez spéciale. On a quand même aujourd'hui, et comme le disait notre intervenant juste avant, la Chine qui cherche un petit peu à placer ses jetons un petit peu partout dans le monde. Je lisais il y a pas très longtemps que la Chine voulait et s'était montrée intéressée par le fait de racheter, par exemple en Europe, Volkswagen. Je ne sais pas si vous avez vu, le groupe Volkswagen en fait va fermer pour la première fois de son histoire des usines en Allemagne. Donc c'est quand même un signe assez non négligeable de la récession qu'il y a actuellement en Allemagne. Vous avez la Chine qui, de façon pacifique, sans faire la guerre, a estimé et a proposé de racheter des groupes comme Volkswagen et de préserver et de racheter les usines qui ont été délocalisées en Allemagne. Donc, je pense que le dossier qu'on va suivre est celui, à mon avis, le plus intéressant pour 2025. Ça va être le dossier de la Chine pour une raison qui est simple, c'est on vous dit que la croissance a ralenti en Chine en 2024. C'est vrai, hein, factuellement, les chiffres montrent que la Chine a connu une croissance de 5% en 2024, qui est donc inférieure à ce qu'elle avait pu être par le passé, on appelle ça l'indice des prix à la consommation, avait également baissé, donc c'est-à-dire que les gens consomment moins en Chine en 2024 qu'en 2023, hein, c'était 3,5 contre 7% de croissance. Je pense que le vrai enjeu de cette année, ça va être de savoir où se situe la Chine. Et juste pour rebondir et faire un lien avec le Moyen-Orient, la Chine, c'était l'un des plus gros consommateurs c'était le plus gros consommateur au monde d'acier. D'accord, l'industrie de l'acier était tenue par la Chine pour une raison qui était simple. Le marché immobilier chinois, en fait, consommait tout l'acier du monde. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les prix montaient et il y avait il y a énormément d'industries qui se sont créées et énormément d'entreprises qui se sont créées pour justement exporter et transformer l'acier en Chine. Là, aujourd'hui, on a eu un ralentissement sur le marché de l'acier en 2024. Donc ça va être un dossier que moi, je vais suivre aussi assez fortement en 2025. Et justement, Alexandre, ça me permet de rebondir puisqu'Alexandre, tu disais, justement l'importance du fer dans les exportations, du Brésil avec la Chine. Est-ce que ce ralentissement, programmé et voilà de plus en plus attendu et qu'on perçoit du marché immobilier, chinois qui est extrêmement demandeur en fer, hein, avec lequel on fait l'acier, bien entendu, est-ce que comment ça se perçoit au niveau des entreprises et de l'économie, brésilienne, le fait que potentiellement il y aura, moins de fer à exporter, de ce point de vue-là? Alors, c'est assez curieux parce que il s'est passé quelque chose que, effectivement, il y a un ralentissement chinois, mais jusqu'ici, les importations chinoises de fer brésilien ont été assez résilientes et c'était assez curieux, on ne comprenait pas pourquoi. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que
en réalité, malgré le ralentissement chinois, il y avait une sorte de volonté de la Chine d'inonder les marchés mondiaux d'acier pas cher et de produits manufacturés pas chers, hein, notamment hein, les voitures électriques, euh, bon marché. Et en réalité, ils essayaient d'exporter un petit peu leur déflation, ils essayaient d'en profiter pour prendre des parts de marché aux, euh, aux Européens notamment, hein, mais pas que. Et donc, du coup, ça a créé une sorte de frénésie dans l'achat du minerai de fer, malgré que l'économie était en train de ralentir. Alors ça, c'est un peu un mouvement de court terme, hein. À long terme, oui, ce que je pense, c'est que euh, avec le ralentissement chinois, la demande de minerai de fer va se réduire et donc logiquement, c'est une, euh, c'est une importation clé pour le Brésil qui va être à la fois moins chère et exportée en quantité moindre. Ça, c'est clair. Et puis, Alexandre, pour continuer, après je passerai la parole à Jérôme, mais pour continuer avec toi, quels sont les grands dossiers du Brésil là en ce moment, autant d'un point de vue économique, éventuellement politique aussi, pour ce début d'année 2025? On reviendra, je tiens à le dire, on reviendra plus tard dans cette émission sur le cas de l'investiture de Donald Trump qui est imminente au moment où on le parle, on enregistre cette émission le samedi 18 janvier. Voilà, 18 janvier. Mais au-delà du cas américain, quels sont notamment avec le reste du monde et même en interne, quels sont les grands dossiers du Brésil actuellement, Alexandre? Alors, actuellement, comme le Brésil, donc dans les années 2010, le Brésil était en 2000-2010, le Brésil était plutôt en forme économiquement et ça lui laissait le loisir d'avoir une politique internationale ambitieuse. Là, c'est beaucoup moins le cas, c'est-à-dire il y a beaucoup de problèmes en interne. Vous avez une crise sur la monnaie, vous avez l'inflation qui repart fortement, euh, et vous avez pas mal voilà, le gouvernement Lula n'a pas forcément la majorité au Congrès, donc c'est difficile de faire passer des lois et des réformes. Donc le Brésil est beaucoup plus accaparé par la scène intérieure, la politique intérieure, et voilà. Donc, il y a assez peu, les thèmes internationaux sont assez peu dans l'actualité, c'est assez peu sur le devant de la scène, même si, voilà, globalement, avec la venue de Donald Trump et une possible guerre commerciale épisode 2, je pense qu'ils vont commencer à essayer de pousser, les responsables brésiliens vont essayer de commencer à pousser le renforcement des liens avec des liens commerciaux avec d'autres pays pour essayer de compenser un petit peu les problèmes liés à la guerre commerciale. Et je pense notamment au traité Mercosur-UE. Alors ici, Mercosur-UE, c'est un peu spécial parce que je pense que la presse brésilienne est toujours un peu trop optimiste sur les perspectives du traité. Par exemple, ils ont célébré déjà le fait que le traité allait s'appliquer, alors que bon, il n'est même pas approuvé, voilà, on en est encore très très loin et c'est pas forcément gagné. Mais donc ce traité Mercosur-UE, et ils vont essayer également de se rapprocher de d'autres blocs, notamment avec le reste de l'Union. Vous savez, il y a l'Union européenne et il y a aussi, je ne sais pas comment on dit en français, mais je crois que ça s'appelle EFTA. C'est l'autre organisation de libre-échange en Europe où il doit y avoir la Norvège, l'Islande, la Suisse, enfin bref, tous les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Il y a aussi un traité en cours de négociation avec eux, par exemple. Voilà, c'est Mercosur-UE, Mercosur-EFTA. Et donc voilà, on va chercher à s'insérer un petit peu plus dans la mondialisation pour compenser le fait qu'il y a certains, les États-Unis qui vont essayer de faire plutôt dans le protectionnisme. Voilà, c'est plutôt ça le plan. Oui, et puis je tiens à dire également à préciser, c'est un détail, mais que, a priori, le sommet des BRICS de 2025 devrait se tenir au Brésil, puisqu'il s'est déroulé à Kazan, en 2024, et que a priori, il sera organisé au Brésil en 2025. Donc, on aura l'occasion de rediscuter de la scène brésilienne à ce moment-là. Je me tourne vers Jérôme. Même chose,
Sylvain avait déjà commencé à en parler, Mm. mais est-ce que 2025 est une année tournant, une année charnière pour la Chine, son économie et son modèle de développement? Alors, il faut dire qu'effectivement, il faut confirmer qu'effectivement, il y a des difficultés sur le plan économique, un certain ralentissement de l'économie, ça a été dit, et tout ce qui concerne effectivement les matières premières qui sont nécessaires à l'entrepreneuriat, tout ça va effectivement marquer, sinon un stop, du moins un ralentissement. Le ralentissement va se continuer. J'ai pris connaissance récemment de chiffres qui sont absolument spectaculaires. Il y a euh, plus d'appartements, de maisons vides en Chine que de Français en France. Plus de 65 millions d'appartements dans l'immobilier. Donc il y a une véritable crise. Tout le monde a entendu parler d'Evergrande. Bon, une bulle a explosé. Il va falloir un certain temps sans doute pour l'éponger, cet éclatement de la bulle chinoise. Donc, sur le plan économique, c'est pas une crise comparable à celle que connaissent certains pays occidentaux comme la France, mais ce n'est plus l'euphorie des années 90 ou 2000. Voilà. Alors ça, c'est effectivement intéressant de le souligner, mais puisqu'on parle des BRICS, les BRICS, ce n'est pas un partenariat économique. Ce n'est pas essentiellement un contrat de type économique. Les BRICS, je préfère le terme de Sud global personnellement. Je dirais que c'est d'abord, il faudra peut-être y venir, un partenariat stratégique. Ce n'est pas une alliance militaire, ce n'est pas un contrat, puisque ça n'oblige personne, mais c'est un projet anti-hégémoniste, non pas contre les États-Unis, mais contre l'hégémonie américaine, hein, ce qui est tout à fait différent. C'est la volonté d'un retour au droit international contre l'ordre fondé sur des règles telles que le pensent les anglo-saxons. C'est un retour, pour le dire dans des termes qui sont peut-être plus européens ou français, c'est un retour à l'esprit des traités de Westphalie. C'est un retour au monde, à ce monde multipolaire que l'Europe a pensé, a théorisé philosophiquement, juridiquement, économiquement au tournant du XVIe siècle. Alors, ça nous demandera peut-être un petit peu de culture pour nous réapproprier ces connaissances, mais nous avons les moyens de comprendre le projet chinois à partir d'un retour aux fondamentaux de la culture occidentale. Quand je parle de projet économique, je renvoie aux travaux de Jean Bodin, par exemple, sur la création monétaire. Je renvoie à ses travaux aussi, travaux de Jean Bodin sur la souveraineté. Jean Bodin, le français Jean Bodin, est au XVIe siècle le premier grand penseur de la souveraineté. Je renvoie sur le plan politique aussi, il y a des conceptions du pouvoir qui ressemblent très fortement non seulement à celle de De Gaulle, mais puisque je faisais le détour par le XVIe siècle, à celle de François Ier et à ses alliances bizarres, par exemple pour François Ier, avec l'Empire ottoman, pour desserrer justement l'étau que faisait peser, qui pressait sur la France à cause de Charles Quint et de la couronne anglaise de l'autre côté. Donc, le Sud global, c'est un projet politique, le projet d'un partenariat, je préfère plutôt que le terme d'alliance, le terme de partenariat, un partenariat stratégique anti-hégémonique, anti-impérialiste. Justement, Sylvain, sur cet aspect partenariat du Sud global, par rapport aux différentes, pour aussi se préserver des différentes crises, qu'elles soient de sens, économiques, financières, même politiques, qui agitent en ce moment l'Occident, et cet aspect partenariat entre des pays qui ne sont pas forcément alliés naturels, mais qui trouvent un intérêt quelque part au vu du monde extérieur. Bah, les BRICS, comme l'a dit notre ami Jérôme juste avant, c'est avant tout une alliance qui a été créée en 2009
dans l'idée de il faut le dire, de se dédollariser, hein. C'est le but à la base des BRICS, c'est de créer un pouvoir et un système alternatif au dollar et de mettre fin à l'hégémonie des États-Unis. Et j'ai envie de vous dire, on a eu l'élection de Donald Trump qui vient un petit peu rebattre les cartes et qui fait qu'aujourd'hui Xi Jinping va discuter avec les États-Unis, va serrer la main de Donald Trump en disant que la Chine va travailler main dans la main avec les États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a 3-4 mois, quand il n'était absolument pas question que Donald Trump arrive au pouvoir, les Chinois, les Russes et ainsi que les autres pays dirigeants des BRICS étaient prêts en fait à enterrer les États-Unis une bonne fois pour toutes. Donc les BRICS, c'est avant tout une alliance créée en 2009 dans l'idée de créer un contre-pouvoir aux États-Unis. C'est à peu près à cette période-là que la Russie et la Chine ont commencé à acheter massivement et secrètement de l'or, hein, tout simplement. Hein. Les réserves d'or de la Chine ont commencé à exploser à partir de cette période-là, la Russie également. Donc je sais pas, quand vous êtes un pays en forte croissance, que vous achetez massivement de l'or, que vous créez une coalition et une alliance qui exclut de fait tous les pays de l'OTAN, je veux dire, c'est assez évident que vous créez en fait tout simplement l'alternative, d'accord? Vous créez le concurrent au modèle précédent. Maintenant, c'est là où on peut réfléchir. Les BRICS, c'est pas une alliance militaire, c'est une alliance aujourd'hui économique. Il est pas question, par exemple, de créer une armée commune BRICS. En tout cas, on n'a pas vu, ce genre de choses, ce genre de déclaration, pour la simple et bonne raison que dans les BRICS, comme vous l'avez dit Nicolas juste avant, vous avez des pays qui ont parfois en fait des contradictions. Vous avez des pays qui sont musulmans, d'autres qui ne le sont pas, mais qui entre guillemets jouent dans le même camp, dans le sens de leurs intérêts, qui est en fait que le dollar, ils n'en veulent plus, ou en tout cas, ils aimeraient bien s'en passer. D'accord? Donc c'est vraiment ça le but des BRICS, c'est d'avoir une alternative au dollar, c'est d'avoir une alternative à la sacro-sainte puissance américaine. Hein. En gros, les Américains venez dans votre pays, vous disiez bon bah ça se passera comme ça, et si t'es pas content, bah écoute, tu vas découvrir le coca et la démocratie. L'idée des BRICS, c'est de se dire on se met tous ensemble, et puis s'il y en a un qui est attaqué, ben on met des sanctions économiques sur l'autre, on augmente les droits de douane. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. D'accord? C'est à la base la force du faible, j'ai envie de vous dire, quand ils ont commencé ce truc-là en 2009. Maintenant, aujourd'hui, en 2025, on est bien d'accord, 15 ans plus tard, ça n'a plus rien à voir. Ces pays se sont développés, tant économiquement que militairement. La Chine a une armée qui est encore inférieure, je pense, à celle des États-Unis, mais la Chine est quand même le pays au monde qui a la main mise sur la production de drones. Les drones, on sait aujourd'hui que c'est un avantage, enfin, que c'est une arme et que c'est une technologie qui de toute façon fait la différence sur le champ de bataille. Donc non, en 15 ans, cette alliance économique initiale, qui était une alliance de petits qui se joignaient, enfin qui s'unissaient pour faire face aux gros, le rapport de force est drastiquement en train de changer aujourd'hui. D'ailleurs, Sylvain, on en Mhm. reparlera, mais il me semble que si on prend, la production de richesse ajustée au PIB de l'ensemble des pays des BRICS+, Mhm. c'est aujourd'hui supérieur à, ce qu'on trouve dans, si on met tous les pays, de l'alliance, on va dire, traditionnelle de l'Occident, ensemble. Donc les pays du G7, bah oui, mais en même temps c'est pas Ouais, ouais. difficile, hein. Nous on est tous en décroissance, donc Non, mais je sais, mais c'est juste pour rappeler quand même, c'est pas compliqué. c'était pas le cas en 2009. C'était pas le cas en 2009. Non, c'est clair. Oui, oui, bah c'est sûr. En même temps, 2009, avant la crise, avant la crise financière, on n'était pas trop mal. On s'est juste, nous, en Europe, pas remis de la crise financière, à part les Allemands qui ont plus ou moins réussi à un moment donné à s'extirper, puis se sont fait défoncer à partir du Covid. Mais oui, comme vous dites, hein, eux, ils ont continué à progresser. À la limite, j'ai envie de vous dire, là, il commence à y avoir quelques soubresauts en Chine. À voir, parce que bon, l'Inde est quand même une croissance incroyable. En 2024, ils ont fait 8% de croissance contre 7 en 2023. Mais c'est ça qui est quand même compliqué sur les BRICS, c'est que vous avez la Chine qui a ralenti, l'Inde qui a monté, l'Afrique du Sud qui galère, Brésil, il y a des soubresauts de temps en temps, Russie, c'est ok, mais ils sont en guerre, donc c'est pas en fait on n'est pas dans un dossier facile à analyser en disant les BRICS vont bien, les pays du G7 Ouais. vont mal, c'est un peu plus compliqué. C'est pas aussi simple que ça et justement, bah, on profite, c'est aussi l'avantage de ce genre d'émission, de multiplier les points de vue, les connaissances, les milieux, justement pour parler de ça. Jérôme, vous voulez rajouter quelque chose avant que je passe la parole à Alexandre? Oui, il me semble important de souligner que cet achat massif d'or, l'augmentation des réserves d'or a pour but de constituer
sinon une monnaie commune qui n'existe pas, mais tout au moins un panier de monnaies qui soit adossé à des fondamentaux, à des réserves d'or. Et là, c'est une rupture historique majeure, puisque on se souvient que le 15 août 1971, Nixon avait euh, désindexé le dollar de l'or. Et c'était l'acte de naissance du Far West financier. Cette oligarchie financière, ces féodalités financières ont commencé là précisément. Disons qu'elles se sont donné libre cours. Eh bien, c'est précisément avec ce Far West financier que la Chine, les BRICS, avec elle, ont ensemble envie d'en finir. Je pense que c'est important de le souligner parce que c'est peut-être une rupture, une nouvelle rupture historique. Un 15 août 1971 à l'envers. À l'envers. Sylvain, une réponse justement sur cette question de monétaire Je voulais juste compléter ce que disait Jérôme. Les BRICS ont effectivement envie d'en finir avec le dollar qui n'est adossé à plus rien en fait, à aucune once d'or ou autre. Par contre, je pense pas qu'ils veulent créer une monnaie unique pour une raison qui est très simple. Les BRICS ont bien compris l'erreur que nous on a faite en Europe, à savoir une monnaie unique pour tout un tas de pays qui n'ont pas du tout les mêmes besoins monétaires, et au final ça a permis en fait enfin c'est ce qui a tué la zone euro. Aujourd'hui l'euro est trop fort par exemple pour nous en France, mais il est parfait pour les Allemands. Donc si vous regardez bien Jérôme, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de créer éventuellement le yuan convertible en or. Ça, ils sont en train de le faire. Donc la monnaie des BRICS serait même pas un billet BRICS comme on l'a vu et comme on aurait pu le penser. Que Vladimir Poutine, ou je sais plus, avait exhibé pendant un sommet des BRICS il y a quelques mois. Je pense plutôt qu'ils vont faire le coup un peu plus, ils vont jouer une carte un peu plus maligne, à savoir, écoutez, nous, on est la Chine, on a beaucoup d'or, on en a beaucoup plus que ce qu'on vous a divulgué lors de nos achats officiels. On a créé un yuan. Alors, il y a le yuan pour nous à l'intérieur du pays, puis il y a le yuan offshore, c'est-à-dire pour les étrangers. Il sera convertible il sera convertible en or. Les pays qui commercent avec nous, la Chine, pourront utiliser ce yuan convertible en or. Et si vous voulez, prenez-en. Je pense qu'ils vont plutôt le jouer comme ça, parce que comme tous les pays n'ont pas les mêmes réserves d'or, créer une monnaie BRICS et mettre en commun l'or, ça ne serait pas avantageux pour les Chinois qui apporteraient la majorité en fait de l'or, alors que d'autres pays n'apporteraient que très peu d'or et bénéficieraient du coup de cette même manne monétaire. Ça serait comme si la Chine, en fait, si vous voulez, subventionnait d'autres pays, et je pense pas que la Chine joue comme ça. Alors effectivement, il ne s'agit pas de créer une monnaie commune, mais un panier de monnaies. Oui, c'est ça. Et récemment, Charles Gave m'a mis la puce à l'oreille et je vous invite à réfléchir sur le fait qu'il y ait une deuxième monnaie chinoise. C'est le dollar hongkongais. Et par ce biais-là, j'ai bien compris, je pense qu'il faut à nouveau écouter ce que Charles Gave, ou peut-être ce que vous pourriez nous expliquer là-dessus, que la Chine joue de mauvais tours au contrôle du dollar par les Américains grâce à son dollar hongkongais. Et ce sera l'occasion d'en reparler justement quand on parlera des marges de la Chine et de son impact. Alexandre, alors Alexandre, il y a deux choses. Alors j'aurais une question pour reprendre après, mais simplement si tu avais un commentaire et une remarque au niveau voilà, finance, économie, avant qu'on parte sur un autre sujet, je te laisse répondre là-dessus et après je te relancerai sur autre chose. Oui, alors sur la question des monnaies alternatives au dollar, alors c'est compliqué parce que il faut toujours se méfier. Comment dire, les pays émergents, c'est des pays où souvent il y a beaucoup de communication lors des sommets et c'est pas forcément beaucoup d'actes par derrière. Quand Lula il parle d'alternative au dollar, il commence à faire des envolées lyriques. En fait, il y a souvent pas grand-chose derrière en actes. Il y a eu cette espèce de rumeur à moitié fausse, à moitié vraie sur un projet de monnaie des BRICS. Moi, je suis régulièrement invité à la Banque centrale du Brésil. Et c'est un sujet qui ne me concerne pas directement, mais dont j'entends souvent parler. C'est la question des réformes du système de paiement. Et globalement, la Banque centrale brésilienne, elle travaille sur un projet où,
en lien avec beaucoup d'autres banques centrales, hein, du G20 au sein de la Banque des règlements internationaux, où ce serait un système où en fait, on ferait des paiements directement de monnaie à monnaie. C'est-à-dire, au lieu de passer par exemple, si vous voulez acheter un euro, actuellement, en réalité, vous avez un réal brésilien que vous voulez un euro, en réalité, vous achetez un dollar, et ensuite, avec ce dollar, vous achetez un euro. La majeure partie des monnaies, elles sont cotées par rapport au dollar, et elles s'échangent via le dollar. Et les compensations, enfin les échanges de monnaie à monnaie directement, c'est relativement anecdotique, même si ça, c'est de plus en plus à la mode. Et alors, les projets de la Banque centrale du Brésil, c'est de faire un système de paiement où vous régleriez donc directement de réal vers, par exemple, vers l'euro, de réal vers la roupie indienne, de réal vers du yen japonais, et dans un système un petit peu pas forcément, mais c'est fortement sous-entendu, dans un système de monnaie numérique de banque centrale. C'est-à-dire que vu que toutes les banques centrales auront leur monnaie numérique, finalement, les transactions sont directement entre ces monnaies, de banque centrale, monnaie numérique de banque centrale. Et donc voilà, ça c'est vraiment un peu vers quoi on va. C'est-à-dire à la fois dans les travaux en collaboration avec le G20, mais également dans les travaux avec les BRICS. Finalement, ça suit un petit peu la même logique. Et j'ai l'impression qu'on se dirige vers un système, voilà, où finalement chaque BRICS a sa monnaie, sa monnaie numérique de banque centrale, MNBC. Et tous les MNBC sont liés entre eux dans un système qui se passe du dollar. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, on s'achemine vers ça. Sauf que c'est très difficile de savoir la proportion de parlotte du discours et réellement ce qui se fait et à quel horizon ça pourrait naître. Parce que déjà, on n'est déjà pas encore dans l'étape où chaque banque centrale a son MNBC, son CBDC. Voilà, chacun est en train de le développer de son côté. Ici, il y a le Real Digital qui est en test, mais bon, ça va probablement prendre beaucoup de temps. Mais j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on se rapproche. Et alors, c'est assez marrant parce que, comme ici, c'est un cercle souverainiste, j'entendais le président de la Banque centrale du Brésil qui disait, mais finalement, à l'avenir, avec le progrès technique, les questions de savoir quel pays a quelle monnaie, ou si des pays doivent utiliser la même monnaie, ça n'aura plus aucun sens, parce que la technologie aura résolu ce problème. Et moi, j'avais un peu de déformation souverainiste, et je me disais, mais en fait, il parle de l'Union européenne, là. Parce que finalement, oui, c'est vrai qu'avec des avancées technologiques de ce style, finalement, comme les coûts de transaction seront quasiment nuls de monnaie à monnaie directement, ben, l'avantage d'avoir une monnaie unique, il est assez modéré, voire nul. Et j'ai pris ça un petit peu pour le cas européen. Mais globalement, voilà, c'est ce vers quoi on s'approche. C'est ce système intégré de monnaie de banque centrale. Alors, c'est à la fois bien et pas bien, parce que bon, c'est un système beaucoup plus efficace. Par contre, les monnaies numériques de banque centrale, je crois que Sylvain aborde régulièrement le sujet. C'est quand même un risque, en fait, en termes de. C'est un outil en mauvaise main. On peut faire beaucoup de contrôle social. Et alors, je ne sais pas si en Chine c'est déjà le cas. Je ne connais pas trop la situation, mais voilà pour la petite digression. Alexandre, on dit pas déformation souverainiste, on dit formation souverainiste, hein, quand on est. Ouais, ça me paraît quand même la base. Autre question, parce que là, on a pas mal tourné autour du sujet économique. On aura évidemment l'occasion d'y revenir encore un peu. Il y a un autre éléphant dans la pièce dont on n'a pas parlé encore. Voilà, c'est le Donald is back. Et ça, évidemment, on en a parlé déjà abondamment sur la chaîne avec Pierre-Yves et avec nos experts aux États-Unis sur ce que ça représente pour le peuple américain et en France ou pour les pays francophones du vieux continent. Mais ça nous intéresse aujourd'hui, dans le cadre de cette émission BRICS, de parler de la perspective du retour du Donald pour
4 ans si, on va dire, il y a pas d'incident, majeur, hein. Pour ses supporters, évidemment, on croise les doigts. On est quand même passé 2-3 fois, pas très, très loin de ça en 2024. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est parlé justement sur ce changement des équipes, gouvernementales et ce changement d'ambiance, qui est en train de se passer. Et donc, là, on est à l'aube, hein, puisqu'on enregistre, comme je l'ai dit, le 18, janvier. Alexandre, je t'avais dit que je t'avais promis que je te relançais là-dessus. Pour le Brésil, comment est-ce qu'on perçoit l'arrivée de l'administration Trump 2.0, aux États-Unis, et qu'est-ce que ça peut changer, pour le Brésil? Quelles sont les perspectives? Comment c'est vu? Alors, c'est assez compliqué pour plusieurs motifs. Déjà, premièrement, le Brésil est un des pays qui devrait souffrir pas mal de la guerre commerciale. Pourquoi? Parce qu'on on est très fortement lié à la Chine, et si vous avez des mauvaises perspectives économiques pour la Chine, forcément, le Brésil est impacté à la fois sur sa monnaie, mais également sur ses perspectives de croissance. Il y a un autre souci, c'est que la situation actuelle du Brésil en termes de crédibilité sur les marchés, elle est peut-être beaucoup plus faible que lors de la première guerre commerciale. Euh, on est plutôt dans un réal qui est une monnaie qui a tendance à beaucoup s'affaiblir, hein, et la Banque centrale du Brésil est obligée de vendre beaucoup des réserves internationales pour essayer de maintenir le cours à flot. Donc voilà, on est dans une situation un peu fragilisée, donc forcément on devrait plus souffrir de la guerre commerciale. Donc premier point. Deuxième point, il y a un côté idéologique, c'est-à-dire que même si c'était une politique qui n'a pas donné beaucoup, qui n'a pas été super en termes qui n'a pas été très fructueuse, on va dire, mais Jair Bolsonaro, il avait une certaine proximité avec Donald Trump. Là, dans le cas présent, Lula est plutôt on va dire, un adversaire idéologique de Donald Trump. Donc, c'est pas forcément une bonne chose que son élection à la présidence des États-Unis. Il y a un autre sujet qui est un peu plus compliqué, c'est que il y a un sujet avec Elon Musk au Brésil, parce que J'allais justement te lancer dessus parce que oui, alors bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais clairement, Elon Musk dans une situation de pouvoir très proche du président américain, c'est pas forcément une bonne chose pour le Brésil, parce que avec le passif de espèce de feuilleton qu'on a eu autour de l'interdiction de X, c'est pas forcément voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, il peut y avoir de la friture sur la ligne, et clairement, je pense que c'est triplement une mauvaise nouvelle pour nous, l'élection de Trump. Ben, voyons, on suivra pour le Brésil. On se doutait que c'était pas forcément le pays qui allait le plus en profiter, hein. On a parlé justement des perspectives en Europe. Jérôme, même question, le retour du Donald, pour la Chine, perspective? Bien, moi, j'ai passé justement 15 jours en Chine, un petit peu avant avant les élections américaines, et j'ai été étonné de voir que euh, les Chinois ne préjugeaient de rien, euh, et non pas de préjugés contre Trump. Ils n'y sont pas spécialement hostiles. Au contraire, je trouvais qu'il y avait une espèce d'humour assez favorable d'une manière générale, hein, sur les réseaux sociaux et dans la presse chinoise. Il n'y a en tout cas pas d'alarmisme, même si, et encore moins d'indignation contre la politique qu'il pourrait mener ou contre le personnage. Je crois que il m'a semblé, en tout cas, que les Chinois apprécient le franc-parler du personnage. Alors, personnage qui peut être aussi imprévisible, et je pense qu'ils savent qu'on doit s'attendre à tout avec lui, mais ils apprécient, je crois, son franc-parler. Sur l'économie elle-même, ils craignent évidemment, sur les principes maintenant de l'économie, ils craignent le retour d'un protectionnisme trop dur. Les Chinois critiquent le protectionnisme.
Ce qu'ils veulent, ce sont des accords gagnant-gagnant, comme ils disent, des échanges mutuellement profitables. Xi Jinping n'arrête pas de dire que la Chine ne joue pas un jeu à somme nulle où les uns doivent gagner pendant que les autres doivent perdre. Donc je crois qu'ils apprécient d'une manière, sur le plan idéologique, le retour d'un souverainiste, entre guillemets, qui veut défendre les intérêts de son pays. Ça, je crois que ça leur semble fondamentalement sain. Mais évidemment, ils ont peur que ça passe par des mesures de rétorsion, par une guerre qui soit, en termes de droits de douane notamment, trop virulente. Et donc, ils appellent le gouvernement américain, le nouveau gouvernement Trump, à de la modération. Mais je viens de voir qu'ils se sont téléphonés hier, hein, j'ai appris qu'ils se sont téléphonés hier, on peut voir ça aujourd'hui dans la presse, et le ton est plutôt cordial. On verra ce que ça donne, mais le ton est plutôt cordial. Peut-être qu'on pourra reparler d'un certain nombre de dossiers chauds que les démocrates n'ont pas arrêté de remuer, d'agiter pour faire passer, comme à leur habitude, les Chinois comme le péril jaune qui menace la mondialisation heureuse. Mais voilà, il y a une situation incertaine. On joue un jeu qui n'est pas exactement un jeu à somme nulle, où les différents partis peuvent gagner à condition de s'entendre, de passer ce que les Chinois appellent des accords gagnant-gagnant, selon la théorie des jeux à laquelle ils ne cessent de rendre hommage. Bien, bien, merci. Bien, on verra ça et puis on parlera éventuellement d'autres dossiers chauds. Sylvain, même question. L'impact du retour de Donald pour les BRICS? Je peux te faire un point par exemple sur l'Inde, ce qu'on a fait. Mais très volontiers, mais tu fais sur le point que tu veux, mon Sylvain. Bon, on a fait le Brésil, la Chine, on va faire l'Inde, allez. L'élection de Trump pour l'Inde a des conséquences assez spéciales parce qu'en fait, si tu veux, il y a vraiment deux choses. Il y a des choses qui vont être bien et des choses qui vont être, on va dire, plus piquantes et sur lesquelles, à mon avis, il va y avoir des discussions. Trump a annoncé qu'il allait mettre des droits de douane et des tarifs sur les importations de produits extérieurs aux États-Unis et qu'il allait en fait financer ces grandes réformes grâce à ça. Je m'explique très concrètement. Lui, ce qu'il veut, il a annoncé qu'il voulait supprimer l'IRS, l'Internal Revenue Service, à savoir les impôts sur le revenu fédéraux, hein, les impôts en gros des Américains sur leurs revenus, et il voulait remplacer le manque à gagner de ces impôts que les Américains payaient par les droits de douane payés sur les importations de produits étrangers. D'accord ? Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'économiquement c'est bien ou pas, on verra. Il y a des calculs à faire, mais il te dit, voilà, moi je ne taxe plus les Américains. L'argent que je ne récupère pas en impôts en ne taxant pas les Américains, je vais le récupérer sur les pays étrangers qui exportent aux États-Unis. D'accord ? Et en ce qui concerne la Chine, je vais lui mettre jusqu'à 60% de droits de douane. Et pour l'Inde, je vais lui mettre 20-25% en fonction des produits qu'ils exportent. Bon, après, les taux, il a annoncé des grandes fourchettes, on verra ce qui se passe. Donc, l'élection de Donald Trump, dans ce qui va pas pour l'Inde, ou en tout cas les sujets qui seront piquants, ça va être bien évidemment pour les exportations indiennes vers les États-Unis. Il a déjà plusieurs fois, lors de son précédent mandat, dit que la Chine et l'Inde en fait exportaient des produits pas chers aux États-Unis, que forcément ça nuisait à l'économie américaine, donc qu'il voudrait augmenter les droits de douane. Ça, c'est un des sujets piquants. Le deuxième sujet piquant, c'est les visas, ce qu'on appelle le H1B ou HB1. Alors, c'est H1B. Les visas H1B, c'est des visas en fait pour l'immigration qualifiée. Donc chaque année, les États-Unis, ils ont un quota d'immigration qualifiée, 85 000, sur lequel si toi tu as une entreprise aux États-Unis et que tu as besoin de main d'œuvre qualifiée, si tu n'arrives pas à les trouver aux États-Unis, tu peux aller recruter à l'étranger tes ingénieurs. Et en fait, ce que font beaucoup d'entreprises technologiques, tu l'auras compris aux États-Unis, c'est qu'ils vont recruter en Inde et en Chine des ingénieurs moins cher, tout simplement. Voilà, ils vont recruter de la main-d'œuvre qualifiée moins cher et ils utilisent pour ça le visa H1B. Trump a dit, écoutez, nous, l'immigration, c'est un des gros sujets qu'on a envie
d'adresser lors de notre mandat, on va très probablement réduire l'immigration. Mais il ne va pas réduire que l'immigration illégale, il réduirait, si j'ai bien compris, également les visas H1B, histoire que les entreprises américaines recrutent sur le sol américain, quitte à ce que ça leur coûte plus cher, mais ça, ils s'en fichent, de la main-d'œuvre intellectuelle. Ça, c'est un des sujets qui forcément va créer des frictions avec l'Inde, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs indiens qui allaient travailler aux États-Unis. Donc là, du coup, il y aurait potentiellement ces connexions qui se perdraient, mais elles seraient contrebalancées par d'autres coopérations entre les États-Unis et l'Inde qui, pour le coup, se passeraient bien. Les États-Unis et l'Inde ont, je vous le rappelle, un ennemi commun, ou en tout cas un rival commun, c'est la Chine. Allez me demander pourquoi est-ce que la Chine et l'Inde sont rivales, c'est millénaire, hein. Enfin, je veux dire, ça fait très très longtemps que ces deux pays empires sont rivaux, et en fait, l'Inde et la Chine ne s'aiment pas géopolitiquement et se disputent entre guillemets l'influence dans la région de l'Asie de l'Est. Aujourd'hui, la Chine est forcément en position de force, et l'Inde, avec l'Australie, avec le Japon, avec les États-Unis, constitue ce qu'ils appellent le Quad, hein, voilà, un espèce de quatuor où justement ils mettent leurs ressources en termes de défense en commun pour justement créer un contre-pouvoir à l'armée chinoise dans le domaine maritime. Donc ça, c'est un des points qui fait que l'administration de Trump et l'Inde coopéreraient. Et puis tu as un deuxième gros enjeu de coopération, c'est pour tout ce qui est infrastructure et investissement en Inde. Alors Donald Trump veut rapatrier des fonds aux États-Unis, mais en même temps, il y a beaucoup de comment on appelle ça, d'incentives, d'avantages pour les entreprises américaines à investir en Inde, parce qu'elles touchent des subventions, parce qu'elles ont parfois des incitations fiscales. C'est-à-dire que tu as des États en Inde qui crée un package de taxes en moins, hein. Si toi tu es étranger, que tu investis, tu payes moins de taxes pendant pendant une certaine période de temps. Et c'est ce que je disais également dans une vidéo l'année dernière. Tu as des États en Inde où, moi j'ai vu ça, j'ai été sur place, ils donnent à des entreprises qui viennent créer des usines ou autres, ils leur fournissent le terrain, donc c'est cadeau, pas d'impôt pendant 10 ans, et tu as des subventions à tout va. Donc il y a en fait ce genre d'incitation à investir qui attire des capitaux américains. Donc c'est vraiment un bilan mitigé. Trump élu, c'est bien pour le côté business infrastructure, et c'est bien pour la défense, parce qu'ils vont continuer à collaborer ensemble contre la Chine. C'est moins bien sur le côté, j'ai envie de te dire, sur le côté exportation de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est moins bien sur le côté exportation de produits, donc on va dire business, parce qu'il veut rééquilibrer la balance. Donc c'est un bilan en fait un peu mitigé, à voir comment ils vont gérer ça. Bon, après, sachant que Modi et Trump ont de bonnes relations, ils ne se détestent pas, hein. Donc c'est deux gouvernements qui normalement vont, à mon avis, négocier. Oui, parce qu'il y a un point qu'on peut rappeler, qui peut peut-être avantager en tout cas Trump et ses équipes, c'est aussi l'aspect culturel et cette espèce de lutte anti-wokisme. On sait que la société indienne est encore assez conservatrice sur un certain nombre de points, et ils ont cette espèce d'identité très forte d'une civilisation plurimillénaire, qui voit assez mal, enfin, qui empêche un maximum certains diront progrès, voilà, on va le dire comme ça, de l'Occident, on va dire, ils empêchent de pénétrer. Et ça, pour le coup, c'est peut-être bien vu, une partie de la société indienne, en disant, au moins Trump, c'est pas quelqu'un qui va nous envoyer les cheveux bleus, les trucs comme ça. Oui, oui, c'est sûr. Alors après, bon, je pense qu'honnêtement, connaissant un petit peu le pays, c'est pas forcément dans les priorités Enfin, le wokisme, il a pas trop pris en Inde, même s'il y a des mouvements qui ont. Non, ça c'est sûr. Il y a quelques mouvements qui ont essayé et puis qui essayent en fait, hein, mais non, si tu veux, c'est un peu secondaire. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, la priorité des gens, la priorité du gouvernement, déjà, c'est les infrastructures. Ils construisent à fond des routes. Et en fait, ils veulent créer un réseau d'autoroutes dans tout le pays. Donc ça fait bosser énormément de personnes, en fait, hein. Quand tu prends un pays, une terre vierge, et que tu construis tout un réseau de voies ferrées, d'autoroutes, forcément, ça crée de l'emploi. Donc ça, si tu veux, c'est le gros chantier aujourd'hui en Inde, c'est les infrastructures. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui embauche beaucoup de gens, et c'est ce qui en fait attire le plus de capitaux, ou en tout cas c'est vers là que les flux sont dirigés. Après le côté idéologique, enfin tu sais, c'est vrai que nous on en parle beaucoup en Occident de tout ce qui est wokisme, etc. On en fait un petit peu
la discussion principale, au lieu de discuter de l'économie et de la dérégulation Ou discuter des vrais sujets, quoi. voilà, au lieu de discuter des vrais sujets, on va parler de l'autre avec sa perruque ou je sais pas quoi. Bon, c'est vrai qu'ils en ont, enfin voilà, ils sont plus sur des sujets qui sont, on va dire, essentiels. Je pense que voilà, après le côté culturel, etc. Je pense pas que ça soit ça. Là, le vrai enjeu on est sur une lutte de pouvoir, donc tu vas parler des cheveux de l'un ou je pense que c'est pas du tout la priorité du Oui, oui, gouvernement de Modi. pense bien. Là, Modi, je pense qu'il va déjà essayer de sécuriser le business indien en se disant bon, écoute, s'il veut nous mettre des droits de douane, je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient les plus petits possibles ou qu'il y ait des exemptions. Je pense qu'à mon avis, ça doit être ça leur priorité. C'est vrai que le combat idéologique, bon, je pense que ça passe un peu après, quoi. Je parlais juste du fait que dans l'équipe de Donald Trump en lui-même et de l'équipe de Donald Trump, donc notamment avec des gens, des personnalités hautes en couleur comme Elon Musk, dans un pays comme l'Inde, ça peut être marrant. Enfin, ça peut être marrant dans le genre, il y a un aspect attraction, un aspect le gars attire, il y a un aspect jeu du cirque. C'était un peu dans ce sens-là Non, que je mais disais ça. Musk, c'est un très très bon businessman et puis de toute façon, oui, il a apprécié en Inde. De toute façon, avec tous les ingés qu'il recrute, il faut forcément l'aimer. Il doit en avoir dans son équipe. Il doit en avoir dans Ah son équipe. oui, Ça, c'est une oui, je certitude. pense qu'il doit avoir. Lui, je pense il a dû poncer le quota H1B, tu vois. Ouais, Il a dû le maxer. que ce soit pour SpaceX ou pour Ouais. Tesla ou pour Twitter, etc. C'est vrai que là, il a dû y aller. Oui, bah, toutes les entreprises technologiques, de toute façon, bah, c'est elles qui profitent de ce programme, hein. C'est pas, il n'y a pas d'autres industries qui recrutent autant, Autre sujet lié justement à des déclarations qu'on a vues américain, on va retourner en Amérique latine, et on va retourner vers Alexandre. Il y a eu notamment une déclaration, voilà, liée notamment aux échanges et avec cette déclaration sur le canal du Panama, je me suis dit, que c'est quand même un endroit, enfin, c'est pas si loin que ça des côtes, nord du Brésil. En tout cas, c'est quelque chose qui est très intéressant. Comme on l'a dit, le Brésil, tu l'as très bien rappelé, Alexandre, n'a pas de côte, pacifique, hein, donc est vraiment, centré sur, l'océan Atlantique et l'Atlantique Sud, avec son énorme façade maritime et donc le canal de Panama, j'imagine, est très intéressant pour le Brésil, pour le transport de marchandises et les autres activités liées, pour le passage de matières premières brésiliennes, en direction du Pacifique. Que penser des déclarations de Trump et son administration sur, une éventuelle, remainmise américaine sur le canal du Panama qui, rappelons, l'ont construit, quoi? Bon, c'est un peu la même histoire qu'avec le Groenland. Euh, Exactement, ouais. c'est un peu difficile de savoir, pour être honnête, hein, c'est un peu difficile de savoir ce qui va vraiment en être. Si est-ce que c'est des déclarations avant d'être investi pour mettre la pression et finalement négocier juste des conditions plus favorables. On a eu l'habitude un petit peu avec Trump dans le premier mandat qui se faisait passer pour un fou furieux et qui finalement en fait faisait peur à tout le monde et finalement il usait de cette peur pour signer un deal plus avantageux. Donc voilà, et il faut pas prendre tout au pied de la lettre pour l'instant. Rappelez-vous, hein, il parlait, ouh, j'ai un gros bouton, je pourrais appuyer dessus en parlant de la Corée du Nord pour forcer la Corée du Nord à s'asseoir à la table et à négocier. Donc voilà, faut pas prendre tout au pied de la lettre. Pour l'instant, c'est difficile de savoir ce qui est vraiment du blabla ou qui est réellement sérieux. Non, c'est sérieux. C'est difficile de savoir ce qui est du bluff ou ce qui est réellement du premier degré. Et on l'a dit, le Brésil est le deuxième partenaire économique du Brésil, excuse-moi, c'est les États-Unis, après la Chine. C'est aussi un pays dans lequel, le Brésil, exporte beaucoup, notamment, bah, évidemment des matières premières, d'autres types de produits. Le retour du protectionnisme, et d'une certaine forme de protectionnisme et de de d'autres façons, on va dire, de négocier. Quelles sont les potentielles craintes et perspectives pour le Brésil? On avait parlé de pas mal de sujets où le Brésil avait potentiellement des craintes, et tu les as, déjà regardés, mais vraiment sur cet aspect, échange et économique et redéfinition des accords, est-ce qu'il y a éventuellement des soucis, là-dessus ou au contraire, il y a potentiellement des perspectives qui peuvent être intéressantes en termes de développement interne ou que sais-je, toi qui connais bien, l'économie brésilienne? C'est compliqué parce que réfléchissez bien, si quand les États-Unis ils ont commencé à sanctionner
le soja chinois, il fallait toujours consommer du soja. Donc finalement, ils ont sanctionné la Chine et ils ont commencé à acheter plus au Brésil. C'est pour ça que les échanges commerciaux entre le Brésil et les États-Unis, même s'ils sont très loin derrière ce que représentent les liens avec la Chine, ils se sont un petit peu améliorés. On va dire, les exportations brésiliennes vers les États-Unis ont un peu augmenté du fait de la guerre commerciale. Donc il y a aussi des bons côtés à la guerre commerciale, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Mais clairement, dans la situation actuelle, on est plutôt inquiet parce que, écoutez, clairement, j'ai perdu les chiffres en tête, mais euh, notre monnaie, elle a dû perdre 25% cette année, peut-être. Et elle s'est Ce qui est stabilisée considérable, ouais. parce que la Banque centrale, elle vend les bijoux de famille, vend les réserves pour stabiliser. Bon, les réserves sont faites pour ça, mais on les vend à un rythme assez soutenu et ça a à peine stabilisé la monnaie. Donc voilà, c'est compliqué. Je crois qu'il y a GAFCAL, hein, qui est la, je sais pas comment on dit, consultancy, non, le cabinet du fils de Charles Gave, qui a, qui a publié une note et qui a dit quelque chose comme ça. C'était assez drôle. La situation au Brésil, elle est tellement mauvaise que ça peut pas empirer plus. Et c'est vrai, il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit. Mais voilà, c'est vraiment, on est dans une situation où en fait, on est affaibli économiquement. Et donc, même si on n'est pas visé par les sanctions, si ça crée de la volatilité sur les marchés, les investisseurs, ils vont pas, dans un environnement volatile, ils vont pas se dire, tiens, bon, écoute, je regarde mes actifs, qu'est-ce qui est plutôt safe? Ah, Brésil, non, ça, dans ce contexte de volatilité et d'aversion au risque, je préfère me défaire de ces titres un peu pourris. Et donc, forcément, si jamais il y a de la volatilité, on va souffrir. On sera les premiers vendus. Parce que ce qu'avait dit Sylvain, c'est intéressant. Il faut vraiment que les gens qui comprennent. Je ne sais pas si on déborde un peu du sujet, mais quand on veut investir sur les pays émergents, Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. par exemple, vous avez beaucoup de gens qui investissent sur des produits passifs, genre des ETF, emerging markets, les produits pays émergents. Et en fait, ça ne veut rien dire. Parce que vous avez la Chine, ça n'a rien à voir avec le Brésil, qui n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud, qui n'a rien à voir avec l'Inde. Et, euh, et en plus, voilà, donc non seulement structurellement, ils sont complètement différents, mais en plus, ils ne sont pas tous dans la même santé, hein. J'ai envie de dire, le, le bien portant de la famille, ce serait plutôt l'Inde, hein. Je ne sais pas si Sylvain va confirmer ou pas. Et le reste de la famille BRICS est plutôt malade économiquement pour l'instant. Oui, c'est clair et je vais pouvoir, en confirmer. En tout cas, si, il y a des questions, en tout cas, parmi les invités sur, la partie Afrique du Sud, vu que j'ai écrit ma thèse en géographie sur, l'Afrique du Sud en ayant passé plusieurs mois sur place, je peux éventuellement répondre, même si c'est pas forcément le rôle et que je suis très loin d'être un expert. J'ai cette carte-là, à mon arc et effectivement, la situation en Afrique du Sud est loin d'être rose. Il y avait un autre sujet avant qu'on revienne sur les sujets des guerres économiques. Il y avait quand même une partie stratégique et vraiment diplomatique. On a déjà commencé un peu à l'évoquer, Jérôme, mais j'aimerais bien avoir ta perspective de philosophe, d'historien sur cette question-là. C'est justement cette rivalité, amitié, adversaires, mais quand même obligés de vivre ensemble entre la Chine et l'Inde. Rappelle-nous, justement cette relation entre deux civilisations plurimillénaires, 2 cultures énormes, les 2 pays les plus peuplés au monde, les 2 qui achètent le plus de réserves d'or, enfin voilà, les 2 géants du 21e siècle, pour l'instant, avec évidemment les Américains. Mais justement, Sylvain avait déjà commencé à en parler. Donne-nous justement ta perspective sur cette relation, mi-figue, mi-Chine, entre l'Inde, et justement, la République populaire de Chine. Alors oui, donc il y a une rivalité de très long terme entre la Chine et l'Inde, qui sont deux grandes civilisations. On parle d'un sous-continent indien avec une culture qui n'a absolument rien à voir avec celle de la Chine et qui a exporté sa culture de longue date jusqu'en Chine. L'Inde a
l'Inde, c'est par exemple la terre du bouddhisme, un bouddhisme qui, sous l'influence de dynasties successives, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, s'est diffusé jusqu'en Corée, jusqu'au Japon, avec des réactions nationalistes en Chine, notamment après la dynastie Tang, hein, puisqu'il y a eu une fusion de certains éléments de cette culture indienne dans l'histoire de la Chine. Une fusion notamment du bouddhisme dans la culture chinoise. Il y a eu un bouddhisme chinois. Le bouddhisme s'est sinisé entre, disons, le 1er et le 7e siècle après Jésus-Christ. Puis il y a eu des réactions, une réaction particulièrement forte sous la dynastie Song, autour du 10e siècle après Jésus-Christ, pour essayer de redonner à la culture nationale des couleurs plus chinoises, en revenant notamment au confucianisme. La Chine a par exemple opposé Confucius à Bouddha. Cette rivalité, elle perdure jusqu'au XXe siècle. Il y a encore aujourd'hui, peut-être moins sur des questions culturelles que sur des questions simplement de territoire, des conflits. Il y a des conflits frontaliers. Il y a au moins un conflit frontalier dans le nord-ouest de l'Inde, à la frontière chinoise, un conflit frontalier avec la Chine. Voilà. Cela dit, aujourd'hui, il y a une alliance face à un adversaire objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'impérialisme, c'est l'hégémonisme américain, et donc face à cet adversaire objectif, les points communs, les points de convergence sont, en tout cas provisoirement, plus importants que les sujets de discorde. Vous avez remarqué que à partir de 2014, l'Inde depuis 2014, l'Inde a un ministère du yoga. Vous voyez, il y a un retour à la culture traditionnelle. Comme en Chine, on a un retour du confucianisme, en Inde, il y a un retour des valeurs traditionnelles. Pour le pire et le meilleur, je n'en juge pas, mais je remarque, comme vous le suggériez tout à l'heure, effectivement, que c'est aux antipodes du progressisme et du wokisme américain. Et donc, ce sont des marqueurs qui permettent à ces pays de vérifier qu'ils ont bien un ennemi commun. Non seulement sur le plan culturel, mais on pourrait en reparler aussi hein, sur le plan économique. Parce que, si vous me permettez, enfin, je voudrais insister sur le concept de guerre, parce que on insiste souvent, on entend souvent en tout cas, dire que la Chine va livrer au reste du monde une guerre économique. Strauss-Kahn, du temps où il était directeur du FMI, parlait déjà d'une guerre monétaire menée par la Chine contre le reste du monde. Mais là, c'est un point important. On appelle bien guerre, si vous voulez, une stratégie menée par des moyens de contrainte, certes, mais une guerre économique, c'est pas du tout la même chose qu'une guerre militaire. Et là, je crois que ce qui fait que les nouvelles routes de la soie, tous les projets économiques qui sont lancés par la Chine et sa capacité à fédérer au sein des BRICS, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de pays qui sont aujourd'hui candidats pour rentrer dans les BRICS. Hein, donc c'est un projet fédérateur. Pourquoi ? Parce que oui, on va sans doute se faire la guerre, mais une guerre économique, c'est pas du tout la même chose qu'une guerre militaire. Ça, c'est très important. Le commerce, la suprématie, l'hégémonie américaine pendant plusieurs siècles, même au 19e siècle déjà, à une époque où elle était supposée être isolationniste, cette hégémonie américaine, elle s'est faite à coups de canonnières. Cette hégémonie américaine ou anglo-saxonne. Je vous rappelle que le début de l'histoire moderne, plus exactement de ce qu'on appelle l'histoire contemporaine en Chine, c'est 1842.
c'est le moment où la Chine est effectivement forcée d'entrer dans la mondialisation à coups de canonnières. Eh bien ça, la Chine, évidemment, n'en veut plus. 1842, c'est le début de ce qu'on appelle en Chine le siècle d'humiliation, puisque la Chine, qui était première puissance économique mondiale au XVIIIe siècle, s'est retrouvée comme un pays complètement dévasté, ravagé. Ce siècle d'humiliation prend fin en 1949 avec le retour de Mao, et là c'est la lente reconstruction qui aboutit à l'histoire contemporaine. Mais cette histoire contemporaine, cette actualité chinoise, elle reste pétrie du traumatisme de ce siècle d'humiliation pour la Chine, comme tous les pays qui dans le monde ont été ravagés par l'impérialisme colonial des puissances occidentales, et les puissances surtout anglo-saxonnes. Donc plus jamais ça, hein, ça pourrait être en quelque sorte la devise des BRICS. Donc faisons la guerre économique, oui, et Trump a l'air de vouloir cette guerre économique, mais je crois que l'une des raisons profondes pour lesquelles il est tellement apprécié en Chine, c'est que c'est aux États-Unis, depuis très longtemps, l'un des seuls chefs d'État à n'avoir ouvert aucun champ d'opération militaire à l'extérieur. Oui, c'est important de le rappeler. Avant que justement je passe la parole à Sylvain, je rappelle pour l'audience, puisque j'ai la liste sous les yeux, je rappelle pour l'audience la liste des pays soit qui viennent d'être intégrés l'année passée au sommet de Kazan dans les BRICS+, soit qui ont encore une candidature qui est, on va dire, une candidature pour rejoindre le groupe et qui est en train d'être observée ou qui ne répondent pas encore aux critères, etc. On a l'Algérie, l'Azerbaïdjan, le Bahreïn, le Bangladesh, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Égypte qui vient de rejoindre les BRICS+, l'Honduras, l'Indonésie qui vient de rejoindre également, l'Iran qui vient de rejoindre, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigeria, la Palestine, l'Arabie Saoudite qui vient de rejoindre, la Serbie, le Sénégal, la Thaïlande, les Émirats Arabes Unis qui viennent de rejoindre, le Venezuela et le Vietnam. Voilà, c'est une liste d'une vingtaine de pays qui sont plus ou moins en candidature ou en voilà, certains pays ne respectent pas les critères, certains ont déjà rejoint, on l'a dit, hein, Émirats Arabes Unis, Égypte, Arabie Saoudite, tout ça. En tout cas, Arabie Saoudite, c'est entre situation d'entre-deux, mais voilà, vous avez ça. Oui. Sylvain, je te relance justement sur cet aspect-là qui était... Oui, Jérôme, peut-être aussi encore souligner, encore remarquer, parce qu'on ne le dit peut-être pas assez, que dans ce cadre-là, les BRICS réussissent l'exploit diplomatique, pas seulement économique, mais diplomatique, de faire coexister ensemble les Iraniens et les pays arabes sunnites. Quand on sait l'ampleur de la rivalité millénaire, elle aussi, puisqu'elle date du temps du prophète lui-même, entre les chiites et les sunnites, là, vous voyez, il y a quelque chose de tout à fait remarquable et qui fait date, qui fait rupture dans l'histoire de l'humanité en termes de paix pour un avenir plus paisible dans un monde multipolaire où les différences sont appelées à se compléter sans se mélanger comme le voudraient les progressistes ou les wokistes qui veulent abolir toutes les frontières. Non, les frontières vont être maintenues, mais avec des frontières, on peut malgré tout continuer à négocier, à rivaliser commercialement, oui, peut-être, et culturellement aussi, pourquoi pas, mais sans moyen de pression militaire, et ça devrait tout changer. On va le voir, on va le vivre, mais c'est ça, fondamentalement, il me semble, le programme du Sud global mené par la Chine. Justement, Sylvain, après ces explications de Jérôme et ces différents points, c'est justement ce point-là sur le fait que la cohabitation de pays de culture et d'origine très différents et qui ont parfois des intérêts qui sont totalement divergents, justement à l'intérieur de ce partenariat, de ce bloc du Sud global et des BRICS. Oui, bah après, de toute façon, ça n'engage en rien. Hein. Tu sais, c'est comme disait Alexandre, dans les pays, dans les pays ce que j'appelle moi du Nouveau Monde, il y a beaucoup de communication. C'est pas vraiment comme chez nous. Enfin, que tu me diras. Chez nous aussi, il y a des jeux de pouvoir, mais ouais. si tu veux, il y a beaucoup de communication.
Il y a beaucoup de communication et bien évidemment que des pays qui sont rivaux comme l'Inde et la Chine ne vont pas aller en plein milieu du sommet des BRICS envoyer leurs ambassadeurs se friter. Euh, c'est une coopération courtoise. Et de toute façon, l'exemple le plus frappant, c'est effectivement, comme on discutait juste avant, l'exemple de la Chine et de l'Inde qui se disputent l'Himalaya depuis très longtemps, qui se sont fait brièvement la guerre dans les années 60, très rapidement, qui se disputent l'océan Indien, euh, et qui se disputent également, on va dire, parce que si tu veux, il y a un déficit commercial en ce qui concerne l'Inde vis-à-vis de la Chine. L'Inde importe aujourd'hui massivement des produits de Chine et ils ont un déficit commercial qui se chiffre aux alentours des 70 milliards avec la Chine. Et pourtant, ces deux pays qui sont en fait rivaux, c'est-à-dire parce que la Chine va soutenir le Pakistan, le Sri Lanka et les pays qui sont rivaux à l'Inde pour essayer de l'encercler. L'Inde va s'allier avec les États-Unis, l'Australie, le Japon pour disputer la domination chinoise dans l'océan Indien et en tout cas essayer de l'embêter un petit peu. L'Inde va attirer les capitaux occidentaux et étrangers, notamment américains, pour justement créer des usines. C'était le cas avec Foxconn. Tu sais, Foxconn, c'est ceux qui produisent les iPhones en Chine. Bah, en fait, ils ont investi, je crois, 800 millions de dollars, juste plus ou moins à la période du Covid, pour créer des usines en Inde. Et en fait, se dire, OK, bon, bah, s'il y a un boycott en Chine, Apple produira ses iPhones en Inde. Et tu as ces deux pays qui sont très rivaux et qui, au final, cohabitent ensemble quand il s'agit de prendre des décisions stratégiques au niveau géopolitique. Donc, si tu veux, c'est pas déconnant que en plus les BRICS, enfin aujourd'hui c'est une coopération qui n'engage pas à grand chose. Hein. Il y a des initiatives commerciales qui sont mises en place. C'est un petit peu, enfin, je le vois assez comme un club d'affaires parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas d'armée commune. D'accord, on parle pas c'est ça. on parle pas de coopération militaire. On parle juste aujourd'hui d'un regroupement de pays qui ont des intérêts communs et qui vont faire rentrer ce qu'ils appellent des pays partenaires dans leur alliance. Les pays partenaires en général, comme tu le disais juste avant, c'est des pays qui ont un rôle stratégique, qui sont situés dans certains pays d'Afrique, dans certains pays d'Asie, et qui ont des réserves, enfin qui ont soit des matières premières intéressantes, soit qui sont situés sur un axe qui est intéressant. Mais aujourd'hui, c'est comme un club d'affaires, d'accord? Ça n'est pas une alliance militaire, on n'est pas dans une alliance, voilà, je recrée pas l'Empire français de Napoléon ou autre, en fait, rien à voir. Là, on est vraiment sur plusieurs pays, plusieurs empires qui, voilà, font des affaires ensemble, ont deux, trois intérêts communs et ont deux, trois intérêts régionaux à débloquer. Bah, faisons rentrer les gens dans ce club d'affaires, discutons-en au prochain sommet, et puis essayons de créer des petits accords, mais ça veut pas dire qu'on est meilleurs amis, au contraire, tu vois, il y a des pays comme la Chine et l'Inde qui se disputent, et tu le rappelais juste avant, entre l'Iran et, je crois, l'Arabie Saoudite, c'est ça? Oui, 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 on disait justement qu'il y a des pays et puis justement, peut-être qu'il y a des pays aussi qui ne pourront pas, même si la Chine voudrait bien, ne pourront pas rejoindre justement ce que tu appelles ce club d'affaires ou ce partenariat comme le dit Jérôme, parce qu'ils ont des intérêts, ils sont ennemis, mortels de l'Inde. On peut penser au Pakistan ou autres quoi, qui de toute façon seront dehors parce que l'Inde est un membre fondateur et qui a un droit de veto, quoi. Oui, mais de toute façon, en fait, si tu veux, les BRICS vont faire rentrer dans cette alliance que des pays qui sont stratégiquement intéressants pour eux. C'est normal. Imaginons que le Brésil ait besoin exemple fictif, de discuter avec un pays qui n'y est pas aujourd'hui. J'en sais rien, moi, honnêtement. Je te dis, Les pays genre, occidentaux, d'une manière générale, sont pas bienvenus, hein, parce que ils sont fauteurs de troubles, de désordres. On veut bien à la limite les accepter comme observateurs. Ils ont parfois un statut d'observateur, mais à l'Organisation de la coopération de Shanghai, par exemple, hein, que dirige, enfin, en tout cas que la Chine a mis en place à partir de 2001. Bon, les Occidentaux, c'est-à-dire la France, les États-Unis, de loin, vous voyez. Il n'est pas question effectivement de les intégrer parce que ils ont un rôle qui est plutôt euh, qui n'est pas contributif. bah, il n'y a surtout aucun intérêt de les intégrer dans la mesure où c'est le contre-pouvoir qui est combattu par les BRICS. Donc, s'ils les intégraient, c'est un peu un aveu bah, au final, on est dans le même camp. Eux, ils veulent créer justement cette espèce de contre-pouvoir. Donc,
Non, non, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour eux aussi de scinder le monde en deux, hein, de scinder le monde en deux et de ne faire rentrer que des gens ou que des pays qui ont un intérêt stratégique pour les pays fondateurs des BRICS. Et il y a un pays, justement, Sylvain, et on va revenir après avec Alexandre, je vais lui poser la même question, mais vu qu'on était en train de discuter, Sylvain, on va enchaîner. Il y a un pays qui est encore embourbé, on ne sait pas encore combien de temps, avec sa guerre en Ukraine, c'est évidemment la Russie, dont on n'a pas énormément parlé parce qu'on l'a déjà dit, on a déjà fait une émission et on n'a pas forcément de spécialistes sur le plateau aujourd'hui, enfin en ligne. Mais on rappelle quand même que l'Inde et la Russie, c'est un grand partenariat économique est également stratégique au niveau des technologies militaires. Il y a beaucoup de partenariats parce que l'Inde travaille beaucoup avec les États-Unis, mais également pour justement un peu contourner la Chine avec les Russes de ce point de vue-là. Heu, que dire justement de cet échange entre la puissance asiatique la plus au nord, la Russie, et une des celles qui est vraiment, plus au sud, en tout cas qui est vraiment, au plein milieu de l'océan Indien, l'Inde, justement sur ce partenariat, et puis, en attente quelque part de la clôture de cette guerre en Ukraine qui occupe beaucoup la Russie en ce moment. Bah, ce partenariat, il a été très prolifique ces dernières années, puisqu'au final, on a mis en place des sanctions sur les hydrocarbures russes, qui en Exact. fait étaient rachetés par l'Inde et revendus avec une marge de 10 à, enfin même pas 10, c'est plutôt 20%, de 15 à 20%. Donc au final, la Russie et l'Inde ne se sont jamais aussi bien entendus que ces dernières années, puisque l'Inde achetait à la Russie son pétrole, d'ailleurs pouvait même payer en roupies, hein, ça c'est un des trucs qui a eu lieu avec les BRICS, c'est au lieu d'acheter le pétrole russe en dollars, ils se sont dit bah tiens, tu peux me régler le pétrole en roupies, puis moi j'achèterai de la dette chez toi. Donc ça, c'est une des grosses avancées d'ailleurs de ces dernières années. Donc les relations sont plutôt bonnes. Et puis quand tu sais que tu as 40-45% des importations militaires indiennes qui viennent de Russie, en fait, bon, bah, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et puis ces deux pays ont toujours été amis, même historiquement de très longue date. Euh, donc la Russie, la question c'était les relations de la Russie avec l'Inde, c'est ça? Oui, et puis surtout, potentiellement, tu parlais des hydrocarbures, il y a aussi ces projets d'énormes oléoducs et gazoducs qui partiraient Mhm. justement du centre de la Russie, en passant par l'Asie centrale, en contournant la Chine, pour arriver justement dans l'ouest de l'Inde, pour desservir une économie d'1,5 milliard d'habitants qui, comme tu l'as dit, vient de faire 8% de croissance l'année passée, quoi. Oui, bah ça c'est le gros projet. Et puis pour financer, à mon avis, ce projet, c'est aussi pour ça qu'ils ont décidé de commercer en roupies et en roubles en fait, hein, et qu'ils veulent accroître leur partenariat. Bon, il faudra vraiment, moi je pense qu'il faudra surveiller ce dossier comme le lait sur le feu, parce que la dernière fois qu'il y a eu un projet d'infrastructure de la sorte, hein, bah c'était en Europe. Et le pipeline, on sait ce qu'il est À devenu. plus. Donc il n'y a plus. Donc, au final, tu vois, on veut contourner la Chine et faire passer le pipeline par des pays limitrophes pour arriver en Inde. Je pense que ça va pas être aussi facile enfin, que ça va pas être aussi facile que sur le papier. Mais oui, si ça se fait et s'il y a pas de conflit géopolitique provoqué entre temps, bah, ça va être un boost absolument incroyable pour l'Inde, parce qu'elle va avoir pour la première fois de son histoire accès à une énergie qu'elle pourra régler en plus dans sa monnaie nationale, dans la roupie, puisque la Russie va recycler les roupies indiennes dans la dette d'État indienne. Donc en fait, au final, c'est un partenariat qui serait intéressant pour les deux pays. Et comme on le sait, quand tu as accès à de l'énergie pas chère, bah, c'est du PIB en plus, hein. Enfin, je veux dire, c'est évident. Et quand tu as pour projet en plus de créer un réseau d'infrastructures énorme dans ton pays, c'est le cas pour l'Inde, ils veulent continuer à développer les infrastructures dans le pays, les routes, les autoroutes, tout ce que tu veux, bah, avoir accès à de l'énergie pas chère, c'est forcément un atout de taille. Et de toute façon, nous on le voit aujourd'hui en Europe, le fait que l'énergie coûte très cher nous a mis en récession. Le fait d'avoir une énergie pas chère est un facteur très important de croissance. Alexandre, même question. On a très peu parlé de la Russie justement dans cette émission. Les liens, parce qu'il y a eu un changement quand même majeur au Brésil, hein, ces dernières années. On est passé de Bolsonaro plutôt dans l'ordre d'idées plutôt proche des Américains, en tout cas de l'Amérique de Trump. Puis après, il y a eu de nouveau le changement de républicain à démocrate, donc Bolsonaro machin. Il y a Lula qui est revenu. La position du Brésil, justement, par rapport à la Russie, aux sanctions, à la guerre, etc. Alors que, bon, on a eu historiquement plutôt des va-et-vient, et avec la Russie, une situation qui était plutôt mouvante. Donc, à l'intérieur de ce partenariat, les relations entre le Brésil et l'Inde sur différents aspects, hein, tu peux soit économique, soit diplomatique, soit les 2, militaires, comme tu veux. Alors, sur la question du Brésil-Russie, c'est
en fait, il y a une continuité entre Bolsonaro et Lula pour des motifs différents. Bolsonaro, il avait plutôt une proximité avec Donald Trump, on va dire proximité idéologique. On voit bien côté un petit peu droite, conservateur. Et naturellement, je pense qu'il y avait une certaine proximité avec Vladimir Poutine pour les mêmes raisons. Et donc, quand la guerre en Ukraine est arrivée, donc Bolsonaro est allé un petit peu avant, c'est un peu comme Macron en Russie. Et alors, bon, globalement, il était assez sympathique de la cause russe. Mais au sein du ministère des Affaires étrangères, les gens ils ont dit non, attendez. Le Brésil, il a quand même une tradition de neutralité. On ne va pas s'engager trop du côté russe. Alors, on va pas appuyer le camp occidental, mais on va quand même voter la résolution aux Nations Unies. On va manger un petit peu à tous les râteliers, maintenir une relation équilibrée. Et il y a une sorte de négociation qui a changé beaucoup de choses au Brésil, c'est sur le diesel. Il y a une sorte d'accord avec la Russie. On achète énormément de diesel russe avec une bonne réduction. Et très vite, ces importations de diesel qui étaient anecdotiques, elles ont représenté une énorme part, je ne saurais pas vous le dire exactement en pourcentage, mais une part très importante des importations de diesel brésilienne. Donc c'est du diesel à bas prix. Comme ensuite il y a eu un changement de gouvernement, mais pour les mêmes raisons, il va y avoir cette position un petit peu équilibrée, voire légèrement biaisée du côté de la Russie. Parce que Lula donc, est de gauche, donc il est plutôt sur une ligne un petit peu anti-américaine, on va dire, une ligne un petit peu non alignée. Et donc forcément, un peu revancharde contre l'Occident. Et donc forcément, il y a une position qui a tendance à être un petit peu côté russe. Donc pour des raisons différentes, on a cette continuité entre Bolsonaro et Lula. Et donc l'accord de diesel russe va être fondamental dans la politique économique de Lula parce qu'il y a vraiment une dépendance qui s'est créée et le Brésil est entré dans une politique de contrôle des prix des carburants. L'entreprise Petrobras, elle ne vend pas au prix international. Par exemple, là, actuellement, on vend le diesel à peu près 30% en dessous de la cotation mondiale. Et pour que cette politique fonctionne, il faut forcément toutes ces cargaisons de pétrole russe bon marché, qui sont vendues en dessous du prix international. Et donc, cet accord avec la Russie a permis la politique on va dire un petit peu socialiste, entre guillemets, sur les prix des carburants de la part de Lula. Sans ça, sans les importations russes, on serait très rapidement à des pénuries de diesel au Brésil et on devrait augmenter les prix de 15%, de 30% du jour au lendemain. Donc voilà, c'est pour expliquer un petit peu la relation à la fois de non alignée et dépendante de la Russie de la part du Brésil et qui ne dépend pas de l'orientation du président brésilien. C'était globalement la même chose sous Bolsonaro, même si c'est intensifié sous Lula. Concernant les relations, je crois que tu as parlé de l'Inde, je connais rien du tout à l'Inde, c'est vraiment... Non, je parlais pas de ça, mais tu voulais également rebondir sur un point avant. Oui, pardon. On parlait des pays qui rentraient dans les BRICS et que les candidats répondaient aussi à des besoins, à des intérêts géopolitiques des BRICS qui étaient déjà parmi les membres. Et effectivement, le Brésil était plutôt contre l'entrée de nouveaux membres. Ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir... notamment l'Argentine. Ouais. Et donc, on a imposé l'Argentine. Sauf que l'Argentine, entre-temps, il y a eu l'élection de Milei, et Milei a refusé d'intégrer les BRICS, probablement parce qu'il est dans une position plus à rechercher l'appui des Américains que des Chinois, à la fois pour des questions économiques et aussi une
proximité idéologique. Donc voilà. Donc en fait, on a utilisé un petit peu on a fait pression pour pour faire entrer l'Argentine, et finalement l'Argentine ne va même pas rentrer dans les BRICS. Donc on s'est fait avoir. Voilà. Oui, ça c'était un point intéressant, sachant que pour l'instant, à moins que je me trompe et que je dise une grosse connerie, ce qui est toujours possible, hein, le Brésil est le seul pays d'Amérique latine qui est membre, des BRICS+, même avec l'élargissement. Puisque l'élargissement s'est fait beaucoup sur des pays du Moyen-Orient et du monde arabe, hein, Iran, Émirats arabes unis, Égypte, mais il y a pas pour l'instant, d'autres. Il y avait l'Argentine qui était candidat, mais effectivement avec le changement politique intérieur, ça a changé. Donc pour l'instant, le Brésil est encore, entre guillemets, le seul sur son énorme île ou presqu'île qui s'appelle, l'Amérique du Sud, Alexandre. Est-ce que ça peut changer dans les prochains temps, par exemple? Peut-être le Venezuela, on en a parlé, je sais pas. Franchement, aucune idée, mais je pense qu'on en est loin. On en est loin Ouais. aussi, concernant le Venezuela. Voilà, bah, ce sera une affaire à suivre. Merci Alexandre pour ces précisions. Chers amis, on va gentiment, on va s'intéresser encore à quelques sujets pour conclure cette émission, mais ça fait mine de rien, 1h30 qu'on est ensemble. Je vous remercie d'ailleurs de votre participation et je remercie tous les gens du Cercle Aristote qui ont, partagé cette vidéo, qui l'ont regardée, qui l'ont vue. On va terminer avec un dernier tour de table et on va commencer avec Jérôme puisque c'est le dernier, enfin, celui depuis plus longtemps qui n'a pas parlé. Jérôme, concernant, ce sujet, des BRICS, et donc justement dont on a essayé de parler des ce que ça représentait, qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était vraiment, quels étaient les intérêts et autres. Est-ce que tu penses notamment moi j'avais une dernière question par rapport à la Chine, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une continuation de la Chine de travailler avec les BRICS+ sur certains dossiers et justement tu vas pouvoir nous parler des dossiers chauds qu'il va falloir gérer, on va terminer avec ce sujet, des dossiers chauds et également de continuer à travailler sur avec la société de coopération de Shanghai, qui est un peu l'autre versant de la politique diplomatique à l'extérieur de la Chine. Et est-ce que dans quel sens ils vont ma question pour terminer, c'est dans quel sens ils vont continuer à y aller et quels sont des dossiers chauds qu'il va falloir surveiller. Bien évidemment, tu reviendras sur la chaîne en 2025, sur sa chaîne du Cercle Aristote pour en parler plus particulièrement. Mais dans ce cadre justement des BRICS et des relations internationales, quels sont les dossiers principaux que la Chine a sur les fourneaux? Je suis La navré. question est complexe. Je dirais que non, mais on va clarifier les choses. Je dirais que la Chine a une boussole, elle a un projet pour remplacer l'actuelle géopolitique, c'est-à-dire la vision impérialiste du monde, par un projet qui se formule, pour parler comme les Chinois, en termes de communauté, de destin pour l'humanité. Globalement, c'est un projet pacifiste pour un monde multipolaire, hein, contre l'unipolarisme ou l'hégémonisme d'inspiration anglo-saxonne. Il s'agit de favoriser un monde multipolaire sous le concept, hein, théorisé en Chine depuis longtemps, enfin, en tout cas officiellement brandi comme un étendard levé haut, hein, pour reprendre l'expression de Xi Jinping. Ce concept, c'est celui d'une communauté de destin pour l'humanité. Pour le dire simplement, pour nous, c'est une nouvelle architecture mondiale de sécurité et de développement. Eh bien, dans cette nouvelle architecture, la Chine a l'ambition de jouer un rôle, non pas de remplacer les États-Unis en tant que puissance hégémonique, mais de jouer un rôle diplomatique. Elle veut favoriser l'avènement de ce monde multipolaire. Donc, ça passe par des succès diplomatiques. On a parlé tout à l'heure de la restauration des liens entre les chiites et les sunnites. Ça tiendra ce que ça tiendra, et peut-être que ça ne tiendra pas, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que la Chine prétend intervenir, veut intervenir et agir, influencer. Oui, elle veut influencer. Oui, elle veut jouer un rôle, mais pas militairement, pas à la force du poignet, pas avec des moyens de contrainte militaire. Et bien sûr, sur les nouvelles routes de la soie, elle veut défendre ses intérêts économiques, comme tout pays souverain devrait pouvoir le faire. Donc voilà quel est son projet et quel est son style tout à fait particulier qui détonne avec celui de la mondialisation que nous avons connue depuis, disons, les Lumières.
Non, bah, Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et en tout cas, pour le moment, je dirais que elle est plutôt en pointe dans ce projet. Elle est plutôt leader dans ce projet, mais c'est provisoire puisque ça a été suggéré tout à l'heure, il faut peut-être insister là-dessus, la puissance montante, c'est l'Inde. Pour des raisons démographiques, la puissance montante, c'est l'Inde. La Chine, il y a des projections démographiques qui sont assez inquiétantes et qui montrent qu'au tournant de 2100, la population chinoise pourrait avoir perdu 400 millions de citoyens. Donc passer d'1,4 milliard, 1,5 milliard à 1 milliard d'individus. Donc c'est un déclin potentiel. Il y a un vieillissement de la population chinoise. Bon, mais ça, c'est l'avenir du monde, l'avenir des BRICS. C'est pas l'actualité immédiate. En tout cas, voilà quel est le projet. Et par rapport à ce projet, ce que je pourrais dire pour terminer, c'est que dans cette volonté de jouer un rôle politique, diplomatique, l'image de la Chine est visée par les puissances occidentales qui craignent leur déclassement. Et donc il y a toute une guerre d'image, d'un côté pour démolir la Chine, pour la faire passer pour une abominable dictature, tandis que de l'autre côté, la Chine clame dans toutes les conférences internationales et partout où Xi Jinping peut prendre la parole que la Chine veut l'avènement d'une démocratie mondiale. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie mondiale? C'est une discussion de tous les pays discussion dans laquelle aucun n'a le pouvoir d'imposer sa volonté aux autres. C'est un espace de liberté, mais vous voyez qu'effectivement, ce n'est pas gagné pour la Chine, cette guerre d'image. C'est toute la difficulté pour la Chine aujourd'hui. Mais c'est une difficulté pour elle en Occident, c'est une difficulté pour elle dans les pays d'Europe de l'Ouest, aux États-Unis, mais vous avez remarqué, je pense que ça ne vous a pas échappé, que plus d'une centaine de pays avaient rejoint le projet des routes de la soie. L'organisation de la coopération de Shanghai se porte très bien et les BRICS, comme on l'a dit tout au long de cette émission, ne se portent pas si mal si on en juge par sa popularité et par les demandes d'adhésion qui sont toujours plus nombreuses. Mais merci beaucoup et évidemment, Jérôme, on en reparlera, ensemble à l'occasion ou avec Pierre-Yves, quand on parlera des actualités concernant, la Chine, bien entendu. Même, question pour Alexandre, par rapport un peu conclusion, les perspectives, en vue du Brésil, les gros chantiers, actuels et à venir, et un peu un mot de conclusion et de perspective sur cette, dynamique qui est liée à la fois les BRICS et la projection, diplomatique et les liaisons diplomatiques, du Brésil actuellement. Comme je vous l'ai dit, actuellement, l'action politique brésilienne, elle est essentiellement tournée vers l'intérieur. C'est-à-dire que dans une époque où l'économie se porterait mieux, je pense que le Brésil aurait plus de prétentions en politique internationale. Là, c'est relativement modéré. Les attentions, elles sont davantage tournées vers la crise fiscale, l'inflation qui commence à sortir à être un petit peu hors de contrôle, et sur les prochaines élections qui vont arriver. Donc, là, le Brésil, sur la scène internationale, pour l'instant, voilà, il y a des phases où c'est un protagoniste, des phases un petit peu moins. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la présidente de la Banque des BRICS, c'est Dilma Rousseff. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Elle a un certain poids, elle a été présidente. Justement, un petit mot sur cette banque de développement, Alexandre, parce que c'est un sujet qu'on n'avait pas évoqué. Donc, on me fait dire justement que c'est un petit mot là-dessus, vu que toi, tu connais bien le sujet. Dire que je connais bien, c'est un grand mot, mais en gros, c'est un petit peu
c'est un petit peu la Banque mondiale version BRICS. Ça s'appelle la nouvelle banque de développement. Ils investissent dans les pays émergents avec des critères un petit peu moins regardants. On va dire souvent que le FMI est un petit peu moins intrusif que le FMI. Et c'est vrai que Dilma Rousseff, elle est en faveur d'une diminution de l'utilisation du dollar et d'augmenter les règlements entre les devises des BRICS. Et globalement, cette tendance à l'augmentation, notamment de la part du yuan dans les achats des produits chinois de la part des BRICS et la diminution du dollar, c'est une tendance de long terme. Ça fait longtemps que ça a commencé. C'est doucement, ça peut s'accélérer parfois, un petit peu retourner en arrière. Mais c'est pas. On veut voir une révolution, des changements avec des paillettes, quelque chose qui va faire du bruit. Et en fait, c'est une tendance longue. Et il n'y a pas forcément de grands événements qui se produisent, qui font changer du jour au lendemain. Je pense que c'est quelque chose d'ici 20 ans, par exemple, on se retournera et on se dira ah ben tiens, le dollar est minoritaire dans les transactions internationales. Et globalement, cette tendance, voilà, elle est plutôt appuyée par Lula, par Dilma Rousseff au sein de la banque au sein de la banque des BRICS. Mais c'est une tendance de long terme. Voilà, c'est un sujet pour la décennie qui vient. Et ben on suivra ça, mais c'était effectivement bien de le préciser avec l'ancienne présidente Dilma Rousseff qui est à la tête justement de cette nouvelle banque de développement. Sylvain, merci déjà pour ces 2 heures. Un mot de conclusion, justement, un mot de la fin sur ce débat et ces actualités, ces situations autour des BRICS et des nouvelles banques de développement et de justement ce nouveau, voilà, ces nouvelles organisations qui se mettent de plus en plus en place et qui prennent de plus en plus de place. Quel mot de la fin on pourrait mettre Non, je vais peut-être juste rebondir sur ce que disait Jérôme juste avant. Alors, quand Jérôme nous disait que la Chine a une volonté pacifique de s'imposer, ça c'est vrai. C'est pas on n'a pas de discours en fait du leader chinois guerrier disant justement qu'il veut combattre le méchant occidental. C'est vrai que la Chine n'a pas du tout cette vision-là. Elle veut s'imposer comme une force et une puissance diplomatique. Alors après, là où j'ai mis une réserve, c'est juste les BRICS en contre-pouvoir, c'est bien. Penser que les BRICS vont nous donner en fait une espèce de démocratie et que la Chine, par exemple, veut une démocratie internationale où chacun a le droit de parler, machin, j'y crois pas tellement. J'y crois pas tellement pour une raison qui est simple. Enfin, la Chine déjà n'est pas un régime démocratique, donc pourquoi est-ce qu'elle imposerait une démocratie à l'international alors que en politique intérieure elle ne le fait pas? Et deux, qui va laisser un pays moins fort parler alors qu'il est puissant? C'est-à-dire que la Chine n'a aucun intérêt à laisser les Occidentaux et les Européens avoir leur mot à dire dans un système où elle tiendrait tout le monde en fait. Avec son collier de perles, avec sa stratégie du collier de perles, avec ses alliés stratégiques. Donc, je pense pas, je pense que la Chine n'est pas aussi bien intentionnée qu'on pourrait le croire. Après, voilà, je suis pas là pour dire qui est un gentil, un méchant, mais je dis juste ne soyons pas naïfs. Nous, en Europe, essayons peut-être juste de travailler dans le sens de nos intérêts, non pas dans ceux des Américains, non pas dans ceux de la Chine ou des BRICS, mais peut-être juste dans le sens des nôtres, parce que je pense pas qu'il y ait un ordre un ordre qui veuille qui nous veuille du bien. Je pense pas que les États-Unis veulent du bien pour les Européens. Je pense pas que les BRICS ou la Chine veulent du bien pour les Européens. Donc si en Europe on a envie que les choses changent, évoluent, il faut à un moment donné qu'on mette en place des choses qui vont dans le sens de nos intérêts, qu'on trouve des alliés qui vont dans le sens de nos intérêts. Et aujourd'hui, vu que ni les BRICS ni les États-Unis n'ont une politique économique et j'ai envie de dire équilibrée avec l'Europe, il faut peut-être nous rompre les liens et faire un peu comme la Suisse, devenir neutre et puis repartir sur de nouvelles bases.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous, Jérôme Ravenet, Alexandre Lemann, Sylvain, Tiger. Merci d'avoir pris ce temps pour l'émission spéciale BRICS, sur le Cercle Aristote. J'espère que ça vous a plu. Chers spectateurs, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à venir laisser éventuellement un petit commentaire. Vous avez le droit également de poser des questions, du moment que c'est dans le respect et on prend toutes les remarques et les petites imprécisions qu'on aurait pu faire, hein. On travaille beaucoup sans notes, vous l'avez remarqué. Donc, si vous avez des remarques, des précisions, des questions ou alors un commentaire allant dans le sens ou allant au contraire d'un intervenant, du moment que c'est dans le respect et dans voilà, la bienveillance, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous, on se retrouve très prochainement pour le retour des grands entretiens, des émissions de Zoom. On va évidemment faire une émission spéciale sur l'investiture de Trump avec nos correspondants aux États-Unis. Et messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents pour cette émission. Et on se retrouve, vous êtes bienvenus dans n'importe lesquels des trois. Vous êtes les bienvenus quand vous le voulez sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci à vous Sylvain. pour Merci l'invitation. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.